Bon après-midi et je suis très content de pouvoir intervenir après cette présentation de la Turquie. Pour deux raisons. Il y a une vingtaine d'années, travaillant comme conseiller du directeur des relations extérieures du ministère des Finances, je revenais d'Asie. La Chine était en plein développement, mais il y avait aussi une chute du mur de Berlin, vous vous rappelez peut-être. Et la Turquie avait joué la carte à l'époque de cette chute du mur. Alors nous, c'était les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, et la Turquie, c'était les pays en fait turcophones, ce qu'on appelle Turkistan. Turkistan parce qu'on parle le turc, donc ça allait du Kazakhstan jusqu'à la Turquie. La Turquie, comme ça a été dit tout à l'heure, à cette époque-là, c'était un pays émergent, mais venait juste de s'ouvrir, 86, 87. Et quand je l'avais visité en 83, pour moi, c'était un pays en voie de développement. Pour montrer la rapidité avec laquelle les choses se produisent. Pourquoi? Parce que ce qu'il vous a présenté, c'est la face, non pas cachée, mais c'est la face, bien sûr, qui nous intéresse, mais il ne vous a pas présenté une autre face que je vais mettre en lumière maintenant, qui est que la priorité turque n'est plus l'Asie centrale, car, grande déception, ces pays, évidemment, ont été bien maintenus par la Russie dans sa chasse gardée, et donc le potentiel économique de ces pays ne s'est pas révélé. Ce n'est plus l'Union européenne, quoi qu'en disent encore un grand nombre d'Européens qui espèrent que les Turcs vont encore demander la permission d'aller faire pipi à Bruxelles. Si vous regardez les données pertinentes de l'économie turque, elle a basculé vers le sud. Elle a basculé vers ce qui lui apparaît comme étant justement, elle, pays immergé, la nouvelle frontière. Et la nouvelle frontière pour elle, eh bien, il suffit que vous regardiez pendant qu'il y avait les manifestations contre Erdogan. Où était Erdogan? Il était en Afrique. Et si vous prenez le réseau de voies aériennes qui a complètement redessiné la Turkish Airlines en quelques années, si vous voulez aller en Afrique, au Moyen-Orient, vous avez un hub qui s'est créé maintenant grâce à Turkish Airlines. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils ont vu que le monde basculait et que maintenant il fallait aller vers ce nouveau monde et plus se positionner comme un pays en voie d'émergence qui allait être le lieu de délocalisation de l'industrie textile européenne, etc. Et je voudrais vous présenter ce monde. Reste ensuite pour vous à choisir entre pourquoi moi aller dans les grands pays émergents, Chine, Inde, Afrique, si à la limite je me positionne sur la Turquie qui en bénéficie. Même chose que la Corée. Beaucoup d'entreprises européennes, en pensant Asie, en voie de développement, le marché chinois, sont allées là-bas. Oh, très bien, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur pari. De même que quelqu'un qui voudrait, sur le plan financier, investir sur le nouveau monde, il a le choix entre investir dans les boîtes du CAC 40 ou du Euro 500 qui travaillent sur les émergents, et ne pas prendre le risque des bourses des pays émergents. Donc c'est une première voie. C'est très important de mettre la Turquie dans la perspective d'une plateforme pour nous qui est complètement maintenant orientée sur le nouveau monde et qui se traduit pour des boîtes françaises par l'utilisation de ce qui a été pendant tout un temps leur première filiale en Turquie, comme aujourd'hui leur sous-marin vers des pays plus difficiles, où la compétition prix est plus forte, et on prenait tout à l'heure l'exemple, on peut le citer, hein, Vinci dans le bâtiment utilise sa filiale turque. Renault dans l'automobile utilise le centre Boursa pour rebondir sur tous les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique. Donc c'est important que vous ayez en tête que l'alternative n'est pas d'aller là-bas directement dans le nouveau monde, même si justement je vais quand même vous dire qu'il y a des choses qui s'y passent et que peut-être pour vous c'est une stratégie payante, mais qu'il y a aussi des pays émergents qui sont des relais et pour lequel, rien que pour cela, ça se justifie d'y être présent. Alors pourquoi le monde change? Rapidement, je suis prof d'université à l'origine, donc quand même, j'aime bien regarder les choses avec le temps long. Là, vous avez sur les 2000 et quelques années depuis l'an 0, un graphique quand même saisissant. Le premier, c'est la répartition de la population mondiale.
On les appelle émergents, mais si vous prenez le pourcentage de la population mondiale en Afrique, en Inde et en Chine, et que vous allez jusqu'en 2030, ça ne bouge pas. Ils ont toujours été les géants démographiques. Donc c'est pas là qu'il y a quelque chose de nouveau. On entend très souvent dire « Ah, ben lui, c'était son argument aussi sur la Turquie. » C'est pas nouveau. Le poids démographique de la Turquie n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Ben c'est ça, à droite. C'est-à-dire que dans la richesse mondiale, ces géants Afrique, Inde, Chine, qui étaient les superpuissances jusqu'au XVIIIe siècle, faut-il le répéter à nos amis français, que le Mali jusqu'au XIVe, XVe siècle est un pays qui regorge de richesses, que la Chine est évidemment beaucoup plus développée que l'Europe jusqu'au XVe, XVIe siècle, que l'Inde est le pays du Koh-i-Noor, le grand diamant, le plus gros du monde. Et ce sont les superpuissances qui tout d'un coup s'effondrent. Et c'est ça l'anomalie des 20 derniers siècles. Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant? Et ce n'est pas d'hier. Depuis les années 50, ces pays remontent, reprennent de la force. Et quel est le facteur qui les pousse? Eh bien, c'est celui-là. Leurs ressources humaines. Leurs ressources humaines, c'est-à-dire à la fois leur population en nombre absolu. Donc vous voyez, leur poids dans le PIB, dans la population mondiale n'a pas beaucoup bougé. Par contre, en masse absolue, eh bien, on a un changement. Regardez, entre les années 80-90, 90, c'est pas vieux. Et puis là, vous êtes une entreprise, vous investissez sur 10 ans. Quand vous allez prospecter un nouveau marché, c'est pas pour un an. Eh bien, on voit trois ensembles qui, évidemment, se détachent de tout le reste. De tout le reste. C'est la Chine, qui, en 1950, pesait pas plus que l'Europe, mais qui pèse déjà 3 fois plus. Et le problème, c'est qu'il y a une deuxième Chine, qui s'appelle l'Inde, qui, en 2030, va être aussi peuplée que l'Europe. Et puis, il y a encore une troisième Chine, qui est, évidemment, l'Afrique. 3 fois 3, ça fait 9, ça va, c'est pas trop compliqué. En 1950, l'Europe était un géant économique et un géant démographique. Et puis, aujourd'hui, en 2010, 2020, 2030, c'est pas que c'est un nain, mais il y a d'autres géants qui sont sur la carte. Et si on n'a pas les yeux sur ces géants-là, évidemment, on ne comprend pas le monde. Alors, on peut rester dans sa province et porter des t-shirts petits bateaux, je n'ai rien contre du tout. Mais on peut aussi s'interroger, si on est curieux, si on veut développer du business, s'intéresser à ces trois géants. C'est pour ça que je n'aime pas l'expression BRIC, parce que je ne vois pas que vient faire la Russie dans cet ensemble-là. Je ne vois pas ce que vient faire le Brésil, qui est un pays émergent depuis 2 siècles. Alors que là, on a un changement de dimension, qui est qu'on a effectivement 3 géants. Et ce n'est pas seulement ces 3 géants, des géants en nombre d'habitants. Là, c'est le nombre d'habitants multiplié par leur nombre moyen d'années d'études. C'est une donnée essentielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le capital humain. Bien souvent, on se dit oui, ils ont beaucoup d'habitants, mais ils sont pas éduqués, ils sont pas performants, ils sont pas professionnels. Oui, enfin, les choses changent. Et il faudrait que là-dedans, ça change notre perception. Alors sur la Chine, c'est à peu près acquis. Sur l'Inde, c'est plus compliqué. Parce que l'Inde, il y a à la fois des analphabètes, un grand nombre, mais on le sait bien, qu'il y a des tas d'ingénieurs. Et que l'Inde, chaque année, elle met sur le marché, je dis bien chaque année, elle met en plus sur le marché des ingénieurs du monde, autant que le stock d'ingénieurs en France. Chaque année. Et puis il y a l'Afrique. Même si elle est en retard en nombre d'années d'études, l'Afrique, regardez, 4 années en moyenne et elle va vers 8 années en moyenne. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, pour n'importe quelle entreprise qui se dit que la mondialisation, elle est peut-être là quand même pour rester, même si elle est amendée dans sa façon de fonctionner, eh bien, la répartition du capital humain mondial, c'est-à-dire où sont mes ressources productive numéro 1 dans l'entreprise se répartit de la façon suivante. Les États-Unis restent bien sûr un pays important. Chose que les Européens n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont pas un géant dans le capital humain. C'est pas parce que les Français vont pas à l'école ou je ne sais quoi. C'est que nous avons beaucoup moins investi, bien sûr, en moyenne en Europe, dans l'éducation. Regardez la différence par rapport aux États-Unis. Et puis, les géants, ils sont là. La Chine. Et mon signal sur la Chine,
c'est de dire attention, la Chine des 20 prochaines années, ça n'a rien à voir avec la Chine que j'ai connue des 30 dernières années. Bien sûr que la Chine est en déclin démographique absolu, mais comme elle surinvestit dans l'éducation, c'est un géant en termes de capital humain qui va émerger, bien évidemment. Mais l'Inde est très loin de ne pas être sur la carte. À elle toute seule, dès 1980, l'Inde faisait quasiment pareil que les États-Unis en capital humain. Et bien sûr, elle dépasse pour aujourd'hui être équivalente à USA plus Europe. Et puis, j'attire votre attention sur l'Afrique. La perception que j'entends quand je reviens d'Afrique en Europe me surprend un peu. Vous avez un géant de gens cultivés, éduqués, professionnels qui est là. Qui est là. Ce que les gens appellent la migration africaine, ben oui, mais sa contrepartie, c'est qu'ils se sont formés. Et que si aujourd'hui les familles africaines, depuis les années 90, investissent dans chaque famille pour l'éducation d'au moins une personne, souvent la plus douée, c'est parce que c'est le passeport pour immigrer, mais c'est aussi parce que c'est le passeport pour réinvestir dans le pays. Et on voit un nombre incroyable d'Africains qui reviennent aujourd'hui en Afrique pour lancer des affaires, rentrer dans nos entreprises, demander à Orange ce qu'elle ferait aujourd'hui en Afrique, c'est le numéro 3 du téléphone mobile en Afrique, s'ils n'avaient pas investi sur ce capital humain-là. Le deuxième atout très important de ces pays, bien évidemment, c'est la masse économique. Alors, on va là encore se concentrer sur ce tableau ici. Moi, j'aime bien le titre du Monde. Émergent, la fin du miracle. L'effondrement chinois. Ouais, ils sont tombés de 10% de croissance à 7% de croissance. C'est dramatique, hein? Non, mais c'est dramatique. Surtout quand on est journaliste du Monde et qu'on ne sait pas calculer que quand on a 7% de croissance aujourd'hui en Afrique, c'est équivalent à 45% de croissance en Chine en 1990. Pas vous faire un petit dessin mathématique. C'est que quand le PIB par habitant chinois était de 100 et qu'on avait effectivement 10% de croissance, ça a augmenté de 10. Mais que quand votre PIB a été multiplié par 5 et vous êtes à 500 et que vous n'avez que 1% de croissance, ça vous donne quand même du 5, 50. 10%, ça vous donne 50. Donc en réalité, voilà ce que dit ce tableau, c'est que vous avez évidemment, et il faut arrêter cette sinistrose sur les émergents, une économie mondiale qui continue de basculer et qui va devenir l'élément structurant de vos entreprises, de nos enfants. C'est quoi? C'est que les États-Unis continuent de... Ah, c'est pas le déclin américain. Les États-Unis restent un pays extrêmement dynamique. Mais le poids relatif, évidemment, se réduit fortement. Où est l'Europe là-dedans? EU, elle est là? Bah oui, c'est normal. C'est un phénomène logique, mathématique. Puisqu'ils n'ont pas cette population qui arrive par millions. Ce matin, je donnais un exemple. Chaque mois, tenez-vous bien, chaque mois, l'Inde voit arriver 1 million de jeunes de 18-25 ans qui cherchent du boulot. En Chine, 1,2 million. Dans un pays africain de type le Nigeria, chaque mois, 400 000 arrivent. 400 000. Vous savez combien il y a en stock de jeunes de 18-25 ans en France? 1,2 million. Vous comprenez, il ne faut pas être un grand physicien pour dire que c'est ça qui les pousse. Et donc vous avez la Chine qui s'affirme. Arrêtez de croire au discours que la Chine c'est fini. Moi je veux bien que Bernard-Henri Lévy dise que ce pays va péter, qu'il n'y aura plus rien. Possible. Mais je ne suis pas seulement économiste, je suis aussi un politologue. Je crois fortement en un modèle spécifique de la Chine. Et une transition qui est en train de s'opérer, qui fait que la Chine va tomber à 5% de croissance, ce qui équivaut, comme je vous l'ai dit, à 50% de croissance en 1980, et que ce pays s'affirme. Mais c'est plus le même. On ne va plus faire un t-shirt à $1 là-bas. On a une mutation complète de la Chine qui devient un acteur international. C'est votre premier concurrent sur la plupart des marchés. En Afrique, c'est votre concurrent numéro 1. Mais en Inde, c'est le premier exportateur. Le Made in China, le Chinese Corner. Et puis en Afrique, évidemment, le Chinese Corner, c'est le numéro 1. Quel est l'Africain qui ne va pas acheter chinois? Made in China.
Made in China. Pourquoi? Parce que c'est nos entreprises qui sont allées fabriquer pour plus de la moitié des exportations chinoises actuelles. Et puis l'Inde, ben, il ne faut pas la laisser tomber. Ça ne sera pas la puissance chinoise en 2030, mais enfin quand même, elle est là en 2020, ce qui était la Chine de 1990. Et enfin, l'Afrique. Arrêtons ces discours centrés sur la Centrafrique ou le Mali. Oubliez le Mali, combien d'habitants? 12 millions, vous ne savez même pas, hein? Centrafrique, combien d'habitants, Centrafrique? Ouais, 4 millions quand même, s'il vous plaît. Oh! Et quels sont les poids lourds de l'Afrique? Il faut que je termine peut-être par ça. Regardons bien la carte de l'Afrique. Pourquoi je parle de l'Afrique beaucoup? Ben parce que c'est à nos portes. Parce qu'on l'a complètement mis de côté. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que les choses changent. L'Afrique, c'est un tout qui est assez disparate. D'abord, il y a 1500 ethnies. Arrêtez de les mettre dans des pays. Ces pays, c'est nous qui les avons créés. Traité de Vienne. Ce qui rend difficile la stabilisation politique de l'Afrique, c'est que justement, il n'y a pas vraiment de pays. Et donc, ils sont obligés de trouver des formes, et ça va prendre un certain temps, ce qu'on appelle la transition politique. Mais sur le plan économique, ils n'ont pas le choix. Les gamins d'hier sont devenus des jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent du boulot, ils se bougent. Ils se sont formés. Vous ne le voyez pas, mais allez voir dans les universités américaines. De plus en plus d'Africains sont dans les universités américaines. C'est quoi le premier pays? Le Nigeria? Ah oui, c'est horrible, j'entendais tout à l'heure, Lagos, oh là là, c'est dangereux. Mais arrêtez le Nigeria. Il y a combien d'habitants aujourd'hui au Nigeria? 120. Ouais, 120, vous voyez, hein, ça change tout le temps, je sais bien, c'est comme notre âge, mais 150, 160, 180. À lui tout seul, Nigeria plus la région autour de lui, dans laquelle je mets le Cameroun. Pourquoi? Parce que vous avez des Nigérians qui travaillent partout, des Camerounais qui travaillent partout. Et parce que cette distinction Afrique francophone, Afrique anglophone, c'est comme en France, ça vous viendrait à l'esprit de vous dire, vous êtes à l'international. Bon alors, je vais mettre que les pays francophones pour aller développer mon business. Oh, oh, business, bah, c'est l'anglais, la langue du business, n'est-ce pas? Eh bien, en Afrique, tout le monde parle 3 langues. Le français, l'anglais, et puis une langue maternelle, ça va être le Swahili, le Peul, etc. Donc, il y a le Nigeria, poids lourd, celui qui intervient au Mali d'ailleurs. Et puis autour du Nigeria, donc l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Et on parle beaucoup de la crise européenne, de l'Union européenne, mais l'Afrique de l'Ouest, elle a sa banque centrale, sa banque de développement, et ça marche pas mal. Et puis la main-d'œuvre, elle circule librement, on n'a pas de problème de Rome là-bas. Enfin, plus exactement, le problème d'Estrosie. La main-d'œuvre africaine circule parce qu'elle est chez elle partout. Ça, c'est une grande différence, il faut le saisir. 450 millions d'habitants dans cette région, à l'horizon 2030. Ce n'est pas parce que c'est beaucoup que c'est un grand marché. Mais parce que c'est beaucoup qui arrivent, il faut tout construire. Vous avez bien sûr une nouvelle frontière, et voilà pourquoi la Turquie, puis elle ne se pose pas la question francophone, anglophone. Ils sont turcophones. Quel est le deuxième pays? Pour ceux qui sont au fond de la salle, qui ne voient pas mon échelle, les premiers n'ont le droit à rien dire. Quel est le deuxième pays important en Afrique? Que tous les Français connaissent, bien sûr. L'Éthiopie. Nous, on la connaît. Pourquoi l'Éthiopie? Vous vous rappelez ces chansons? Non? Renaud et tout ça, là, avant qu'ils soient bourrés. Non? C'était quoi? Sur la famine en Éthiopie. C'est l'image que vous avez de l'Éthiopie. Hein? Il court vite aussi. C'est vrai, il court très vite. Mais il court très vite, regardez comment il court. Ça, c'est 2040, je n'ai pas mis les chiffres exprès pour vous le faire deviner, et ça, c'est 1980. Ce pays va faire 150, 200 millions d'habitants, et avec les pays autour, là encore, prenez pas l'Éthiopie pour une entité. Vous avez l'Ouganda, Kenya. On parlait tout à l'heure, il y a une entreprise là qui fait du business. Ils n'ont pas compris ce qui est arrivé. Mozambique, ils ouvrent un magasin, paf, ça part. Plus qu'à Moscou. Ben oui, parce que l'Afrique a changé, bien sûr. Même si le risque est là. Mais si le risque est là et que vous n'aimez pas le risque, je ne sais pas ce que vous faites dans cette salle. Nous, quand on dit entreprise, on veut dire justement capacité à gérer le risque. Et parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profit. Autour de l'Éthiopie, vous avez un deuxième pôle. Alors oui, c'est de l'Afrique de l'Est. Qui est là-bas? Ben oui, les Chinois. Les Indiens, on les oublie souvent. Le troisième partenaire de l'Afrique, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce qu'il y a une diaspora de 2,5 millions d'Indiens déjà présents. Vous savez que qui est le médecin personnel de Mandela? Eh bien, un Indien.
Celui qui veille sur lui, là, tous les jours, en ce moment, qui essaie de départager la fille, la première femme, etc., c'est un Indien. Quel est l'homme le plus riche en Afrique du Sud? Un Indien. Gupta, pas connu parce qu'ils sont low profile. Quel est le premier exportateur mondial de roses? L'Éthiopie. En 10 ans, un imbécile, c'est un imbécile, Karuki, un homme d'affaires du Karnataka, famille de businessmen, on appelle ça les banyas. Il en a marre de ces difficultés de développement du business en Inde parce que c'est un peu lent. Puis il n'y a pas de terre, et puis parce qu'il n'y a pas d'eau. Il va en mariage, justement, un mariage en Éthiopie. Il dit, tiens, moi je veux faire du business. Hein. De zéro, il fait de l'Éthiopie le premier exportateur mondial de roses. Avec le cash qu'il réalise là-bas, il achète des droits, et non pas contrairement à ce qu'on lit dans la presse française, sur 300 000 hectares pour développer du riz, le riz basmati. On dit souvent que l'Afrique, sur le plan agricole, hein, c'est la merde, c'est sec, mais pas du tout. C'est le gisement du monde dans l'agroalimentaire, comme dans les matières premières, parce que c'est un continent. Je termine par ça. Non, non, pas 5 minutes, 1 minute. Non, non. Parce que le monde tel qu'il est, c'est ce monde-là, et c'est pas celui qu'on voit. C'est pas celui qu'on voit, mais c'est celui qu'il faut peut-être petit à petit qu'on commence à regarder. Pourquoi un Martien qui arrive sur Terre, lui, il va voir la carte de France, il va dire, mais c'est quoi là? Pourquoi la France elle est au milieu? Pourquoi il y a un pôle nord, un pôle sud? C'est indifférent, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, ce sont les cartes pertinentes. Qu'est-ce que montre cette carte? Les surfaces proportionnelles. D'abord, c'est important, j'y peux rien, moi. L'Afrique est un peu plus grande que la Suisse. Bon, voilà. Et quand elle fait combien de kilomètres carrés? Allez, quand même. C'est bien de faire des sudoku, des mots croisés. Mais moi, j'aimerais bien qu'en France, on fasse un peu plus de culture, là. 33 millions de kilomètres carrés. La Turquie fait combien? Voilà. Hein? On peut en mettre 40, 50 même. Voilà pourquoi la Turquie s'intéresse à ce continent. Et où est-ce qu'elle est, la Turquie, là? Elle est loin? Elle est là. Mais est-ce que l'Europe est loin? Elle est là. 13 kilomètres nous séparent. Pourquoi je dis Chine et Afrique? Parce que si vous allez là, et que vous n'avez pas regardé là ce qui se passe en Chine et en Inde, c'est pas la peine d'aller en Afrique. Puisque les concurrents sur lesquels vous devez vous positionner, avec lesquels vous devez travailler, sont ceux-là. Les puissances émergentes sont entre eux, c'est ce que j'appelle le triangle Chine-Afrique, les 3 grandes zones qui travaillent ensemble. Il y a ce qu'on appelle une synergie qui se crée. Et donc ne pas intégrer cette carte du Nouveau Monde, alors arrêtons d'être anxiogènes, sous prétexte que l'Europe est là, l'Union européenne, et que la France est là, on a l'impression que tout d'un coup on nous piétinerait. Hein? Non, pas du tout. On est là où on doit être. C'est-à-dire des pays heureux, zone tempérée, espérance de vie à 80-90 ans. On peut ne rien faire, c'est un choix. Pour l'instant, le corps social a décidé de... C'était pas le choix qu'il voulait faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on est suffisamment riche pour travailler que 2 heures par jour et vivre normalement. Mais on n'a pas fait ce choix-là. On en a fait un autre, qui est de continuer à nous développer. Pourquoi? C'est dans les gènes, peut-être, hein, de cet homme européen, de se lever tôt, de bosser, de développer ses affaires. À ce moment-là, eh bien, est-ce qu'il est mal placé? Mais il n'est pas mal placé, il est au centre du monde. Parce que l'Amérique latine, bien sûr, elle est là. Elle est moins porteuse que la Chine, que l'Inde et de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà, depuis 2 siècles, en voie d'émergence. Elle n'a pas émergé, elle n'émergera pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a des pays qui n'y arrivent pas. Il y a des zones qui n'y arrivent pas. Je ne dis pas que le Brésil, on ne peut pas y faire du business. Mais comparer le Brésil et l'Inde, ou la Chine, ou l'Afrique, c'est pas raisonnable. Vous avez une différence de taille significative. Mais l'Europe est là, elle est avec les États-Unis. Vous avez vu que le président Obama est allé en Afrique. J'espère que vous avez ça sur vos tables. Qu'est-ce qu'il a mis sur la table, lui? 7 plus 9, 16 milliards de dollars pour développer un plan électricité pour tous. Un Africain sur 2 doit pouvoir avoir l'électricité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un sur 6. C'est ça, ces marchés-là. Alors, on peut jouer sur ces marchés avec c'est le dernier arrivé sur la table, l'Afrique, ou bien l'Inde, qui est loin derrière la Chine, mais qui a un potentiel
5% de croissance. Ah, c'est une crise. On a lu là. Le président Hollande était en Inde à ce moment-là. Et alors, dans son discours, bah oui, il a dit, vous savez, on aimerait bien faire ça, nous. Bah oui, bien sûr. L'Inde, c'est le 3e produit intérieur brut du monde. J'ai rien contre la Turquie, là encore. Mais la Turquie, pourquoi elle s'intéresse à l'Inde? Bah parce que c'est le 3e marché du monde. Il y a 1 milliard de téléphones mobiles et de tous les services associés. 1 milliard. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez 1 milliard de personnes là, qui tous les jours travaillent. Parce que le téléphone mobile, c'est pas allô, maman, bobo. Ça, c'est nous qui avons cette vision des choses. Mais dans ces pays-là, le téléphone mobile, c'est ça. C'est un instrument de travail. Et puis, bien sûr, la Chine, qui est très loin d'avoir disparu, qui structure cette économie mondiale. Donc, le message que je veux faire passer, c'est 1, non, les émergents ne sont pas morts. 2, ils sont encore là plus que jamais. Mais 3, bah oui, il faut regarder l'espace, le économique du monde, avec des yeux qui sont intelligents, cultivés. Ce qui veut dire que vous pouvez passer par la Turquie, rester en Turquie et profiter de la manne émergente. Vous pouvez aller directement sur les pays émergents et vous allez vous coltiner les boîtes turques parce qu'elles sont là. Demandez à Air France, tiens, si Turkish Airlines n'a pas fait chuter les prix sur le marché africain. Ou bien 3, créer des partenariats. Avoir cette intelligence d'un monde qui a bougé, dans lequel, bon, le thème, Chine-Afrique, c'est pour faire, pour faire fort, pour trouver un terme qui marque une réalité qui est celle des 30 prochaines années. Ils ne vont pas s'effondrer, ces pays-là. Ils n'ont pas le choix, ce qui est très différent d'un pays comme la France. Nous, on a le choix. Eux n'ont pas le choix. Et ça, évidemment, redessine notre carte de l'international. C'est-à-dire, il ne faut pas nécessairement être dans Chine-Afrique, ou sur la Chine, ou sur l'Inde, ou sur l'Afrique. Ah, Boileau, il a dit qu'il fallait aller. Ah bah oui, mais en Chine, en Inde, en Afrique, on ne peut pas tout faire. Mais avoir ça en tête dans la réalité de son business, ça veut dire qu'aussi je peux être au Moyen-Orient, parce que je suis dans le triangle. Ce que je dis en un mot, c'est être demain sur ce monde émergent, c'est être dans le triangle Chine-Afrique. Dedans, même si je suis en Bretagne. Dans ma tête, dans ma boîte, tous les jours, je dois avoir de l'information, de l'intelligence économique qui m'abonde en informations sur ce qui se passe dans ce monde-là. Et en fonction de ça, définir soit de façon défensive ma stratégie. Quand je dis défensive, ça veut dire qu'ils ne vont pas, ces pays-là, mais bien sûr que oui, ils vont attaquer le marché européen. Ne croyez pas qu'ils vont se laisser faire. Ils vont devenir la Chine, ils font low profile. Mais vous avez vu quand même que le président a invité les 25 plus grands patrons chinois il y a quelques jours à l'Élysée. L'Inde, vous vous rappelez de l'affaire ArcelorMittal. Si le patron d'Arcelor, à l'époque, polytechnicien galonné, avait vu ce monde avec les yeux normaux, eh ben, il aurait anticipé que Lakshmi Mittal ne rêve que d'une chose, c'est de racheter, bien sûr, Arcelor. De même que Renault sait très bien que le groupe Mahindra en Inde, qui est le premier producteur mondial de tracteurs aujourd'hui, voudra absolument un jour, enfin pense qu'un jour, plus exactement, il va racheter Renault. Et quand vous avez vu la capitalisation boursière de PSA, vous croyez qu'il y a un groupe chinois qui fait chaque année l'équivalent de profit ne va pas évidemment le racheter? Pourquoi il ne le rachète pas? Pour des raisons politiques. D'abord, vous vous rendez compte, personne ne laissera faire une opération comme ça. Et puis parce qu'il se dit que peut-être le mieux, c'est de laisser mourir. Donc avoir les yeux rivés sur cet espace-là, c'est aussi avoir les yeux ouverts sur les problèmes de concurrence. Enfin, message très optimiste, étonnant qu'en France, nous soyons anxiogènes quand on se dit pour une région comme la Bretagne que vous avez 10 milliards de bouches à nourrir là dans 30 ans et qu'on sait très bien que ni la Chine, ni l'Inde, ni le Moyen-Orient, ni l'Afrique ne pourront se nourrir dans l'état actuel des choses. Est-ce que c'est normal quand même que l'Inde soit devenue le premier exportateur de viande vers la Chine? C'est quand même pas un pays de bovins. Eh ben non, c'est devenu le premier exportateur mondial. Parce que d'abord ils n'en bouffent pas, et puis parce qu'ils font du trafic avec le Bangladesh, et puis parce que ça rentre de façon illégale sur le marché chinois. Mais pourquoi la Chine a besoin de viande? Absolument.
Ce genre d'informations, si tous les jours on les recevait, qu'on les traitait, on n'aurait plus de raison d'être anxiogène, pessimiste. Mais c'est vrai que ça suppose, dans notre entreprise, dans notre mental, l'interculturel. C'est-à-dire que nos entreprises, il y ait des Chinois d'origine, des Africains d'origine, des Indiens d'origine, parce que c'est eux qui sont une porte ouverte vers un autre monde qu'on a du mal à comprendre, bien sûr. Pour travailler en Inde, c'est une horreur, c'est djougad, c'est impossible de planifier. D'une minute à l'autre, ils changent le plan. Les Chinois, inversement. Quand le plan est parti, c'est parti. Mais vous ne savez jamais qui commande et qui est derrière. Quant à l'Afrique, vous savez comme moi, c'est un monde extrêmement complexe. Peut-être le plus complexe de toute la bande. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous est utile. Et puis vous avez une libraire qui est venue spécialement pour vous faire goûter le développement et les détails de cette stratégie Chine-Afrique. Merci à vous.